Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Plus de 50% des courlis cendrés français nichent dans les prairies humides du Val-de-Saône. C'est ainsi que ce bel oiseau, au bec long, courbé et au chant si particulier, est devenu l'un des emblèmes du territoire. Intensification de l'agriculture, pollution, prédation et dérangement, cette espèce est actuellement menacée et la France aurait perdu 25% de ses courlis cendrés en 15 ans. Pour en savoir plus, nous accueillons dans notre studio Alexis Révillon, chargé d'études et éducateur à l'environnement pour la LPO de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, le courlis cendré est une espèce vulnérable, menacée, dont le nombre a diminué en France ces dernières années. Et pourtant, le 31 juillet 2019, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, signait un arrêté qui autorisait la chasse de 6000 courlis cendrés en France. Arrêté évidemment dénoncé par la LPO et suspendu par le Conseil d'État fin août. Comment expliquer qu'en France, on chasse encore une espèce menacée comme le courlis cendré ? C'est une très bonne question. Il n'y a aucune logique biologique, c'est même contre-productif pour une espèce qui est menacée. Ça paraît complètement fou aujourd'hui de se dire qu'une espèce qui est classée en liste rouge des espèces menacées en France et en Europe puisse encore être chassée. C'est une politique purement clientéliste de l'État auprès des chasseurs qui représente encore aujourd'hui une force électorale non négligeable pour les gouvernements, les politiques aussi bien au niveau local que national. Donc c'est sous la pression d'un lobby que ces animaux sont malheureusement encore aujourd'hui chassés. Alors j'imagine que les chasseurs ne mangent pas du courlis cendré. Quel est le prétexte à la chasse du courlis cendré ? Je pense qu'il doit être encore consommé. C'est pas le gibier le plus réputé de France, loin de là. Après, je pense qu'il faut appeler un chat. C'est un plaisir pour certains encore aujourd'hui de tuer ce genre d'animal en plein vol sur les plages, surtout de la baie de Somme, où il y a encore cette tradition très présente de chasse au gibier d'eau. Et cet été d'ailleurs, si mes informations sont bonnes et ma mémoire est bonne, on a abattu en France un courlis cendré qui avait été réintroduit en Pologne. C'est ça, c'est que ce qui est encore plus aberrant, c'est que des pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, où ils ont des populations de courlis cendrés très fragiles, qui bénéficient de programmes européens qu'on appelle des programmes LIFE, donc qui est de l'argent public, c'est plusieurs millions d'euros, généralement par programme LIFE, qui sont dépensés pour des espèces menacées comme le courlis. Donc c'est notre argent à tous, c'est nos impôts. On dépense de l'argent public pour protéger une espèce dans un pays. Il s'avère que les courlis cendrés de Pologne sont quasiment tous équipés de balises Argos et hivernent tous pour la plupart sur les côtes françaises, où malheureusement là ils se retrouvent devant des barrières de feu. Donc il y a des scientifiques, il y a des naturalistes qui travaillent d'arrache-pied, il y a des agriculteurs qui font des efforts énormes dans les pays de l'Est pour sauver une espèce, et ces efforts sont absolument anéantis par nos chasseurs français. Alexis Révillon, la majorité des courlis cendrés français nichent dans les prairies inondables du Val-de-Saône. En quoi cet habitat est-il idéal pour eux ? Alors le courlis cendré, c'est une espèce qui niche au sol. Comme toute espèce d'oiseau nichant au sol, ils vont plutôt apprécier des milieux ouverts pour voir le danger arriver de loin. Les prairies de fauche offrent un habitat où le courlis va trouver sa nourriture, dans des sols meubles, humides, où il y a beaucoup d'invertébrés, d'insectes dont il va pouvoir se nourrir. Il a un bec long et fin pour aller chercher sa nourriture dans le sol. Ça lui offre des caches certaines, une prairie. Si vous marcher dans une prairie de fauche, c'est très dense. Je vous mets au défi de trouver un nid dans une prairie de fauche, c'est très très dur. Donc à la fois les jeunes sont protégés, camouflés, il va trouver de la nourriture facilement et il va pouvoir détecter le danger assez loin. Vous parliez de son bec long et fin qui lui permet notamment de fouiller un petit peu dans la vase. Il peut mesurer jusqu'à combien de centimètres ce bec ? C'est une trentaine de centimètres à peu près. Le bec des mâles est plus grand que celui des femelles, donc il y a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. C'est un oiseau, le courlis cendré, qui est fidèle à son site de reproduction. Est-ce que ça permet un suivi optimal de l'espèce ? Alors oui et non, donc ça c'est ce qu'on appelle les espèces philopatriques. Donc c'est des espèces qui vont venir nicher dans le même secteur où ils sont nés. Le problème, c'est que un courlis ressemble beaucoup à son autre voisin courlis. On arrive à peu près à compter le nombre de couples
On ne sait pas si c'est toujours les mêmes individus qui s'installent dans la même prairie. Déjà, ils vont arriver fin février, début mars. À ce moment-là, l'herbe des prairies n'a pas encore poussé, donc on peut les observer parader, se mettre en couple et puis défendre son coin de prairie. Après, une fois que l'herbe pousse ou la femelle a pondu, ils deviennent très discrets, très furtifs. Ils peuvent marcher des dizaines de mètres avant de s'envoler, loin du nid. Pour repérer les nids, c'est très compliqué. Heureusement, aujourd'hui, la technologie nous vient en aide puisqu'il y a des programmes de suivi du courlis qui se fait par drone avec caméra thermique. Mais même avec ça, c'est pas facile. Au début de saison, c'est facile et après, ça devient tout de suite compliqué de les suivre. C'est un oiseau monogame. Est-ce que ça veut dire qu'un couple dure toute la vie ou pas du tout ? Pas du tout. Ça, on a eu l'exemple. Il y a beaucoup d'espèces qui sont monogames, mais qui, à la moindre occasion, vont changer de partenaire. Un partenaire qui décède, donc il va bien falloir retrouver un autre compagnon ou une autre compagne pour se reproduire. Un individu qui va arriver trop tard sur un site de nidification, qui aura pris du retard pendant sa migration, il peut se faire prendre sa place par un concurrent ou un oiseau, un jeune oiseau fraîchement mature sexuellement qui va vouloir se faire sa place sur un territoire. Donc la fidélité chez les oiseaux, c'est une notion tout à fait relative. Ça, on a pu l'observer notamment très bien chez les cigognes, parce que chez la cigogne, il y a eu des gros problèmes de marquage, où elle était un peu le symbole de la fidélité dans l'imaginaire collectif. Puis en fait, pas du tout, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de changements de partenaires dans une vie de cigogne, par exemple. Le courlis cendré est un oiseau qui a un instinct assez grégaire. À combien d'individus on peut compter dans une colonie ? Il va nicher en colonie lâche, on peut appeler ça comme ça en fait. Il n'y a pas vraiment de densité ni de règles, c'est plutôt la qualité du milieu qui va définir ça. Par contre, il est grégaire en dehors de la période de reproduction, où là il va former des dortoirs par exemple, donc dans le Val-de-Saône, en dehors de la période de reproduction, au moment de la migration du printemps, donc qui intervient très tôt chez le courlis puisqu'il migre en janvier, février, et en mars il est déjà présent sur ces sites de reproduction. On a déjà observé dans le Val-de-Saône des rassemblements de plus de 200 courlis cendrés. On parle beaucoup de l'impact des chats domestiques, même des chiens domestiques, dans la disparition d'animaux, notamment dans la disparition des oiseaux de nos campagnes. Est-ce que ça concerne les courlis cendrés aussi ? Le courlis cendré est, à mon avis, peu impacté, même s'il y a des risques. Par exemple, quand vous promenez votre chien au bord de Saône ou sur un chemin au bord des prairies, qu'il n'est pas tenu en laisse, et que là, il va commencer à divaguer dans les prairies. Là, il y a des forts risques de prédation. C'est à peu près le seul risque, on va dire, avec la faune domestique. Les chats domestiques s'aventurent très peu dans ces milieux qui sont très fermés, puisque le chat chasse essentiellement à la vue, contrairement au chien qui peut se guider jusqu'à un nid de courlis à l'odorat. Et puis ensuite, en prédateur naturel, il a le renard qui peut prédater le courlis cendré. Est-ce que les courlis cendrés passent également l'hiver dans les prairies du Val-de-Saône ? Alors très peu. L'hivernage en Saône-et-Loire est très marginal chez nous. Il y a environ 10-15 individus qui tentent chaque année de passer l'hiver chez nous, mais sinon ils migrent tous sur le littoral ou sur des grands points d'eau, par exemple le lac Léman, le lac d'Uder du côté de Troyes qui accueille une population de courlis hivernants, et sinon le reste est sur le littoral, donc soit en France, soit en Espagne, soit en Afrique. Pollution, dérangement, chasse, on en parlait tout à l'heure, agriculture, quels sont les enjeux majeurs aujourd'hui pour protéger cette espèce ? Tout va se jouer sur notre modèle agricole, je pense, qui se modifie sous la pression économique. Aujourd'hui, l'élevage bovin en France va mal. Les éleveurs ont beaucoup de mal à vivre de leur métier. Ça vient essentiellement de la pression de grands industriels, comme la grande distribution, et de nos modes de consommation, où aujourd'hui, on ne se pose pas la question de... pourquoi la viande coûte si peu cher, pourquoi il y a autant de promos sur la viande dans les supermarchés. Quand vous achetez un steak 3 €, combien il reste à la fin pour l'agriculteur ? Donc une filière en crise qui va pousser les agriculteurs à déjà intensifier leurs pratiques. Donc ça va impacter directement le courlis parce que les prairies de fauche servent de fourrage aux bovins. Donc on va faucher plus tôt, plus souvent. Et le courlis va plus avoir le temps de se reproduire. Et puis on a des agriculteurs qui vont changer de modèle de production de plus en plus. Nos prairies disparaissent à la faveur de production de céréales. Quelles actions la LPO met-elle en place pour sensibiliser à la protection de l'habitat des courlis ?
Alors on a plusieurs programmes, on a un programme qui s'appelle Agriculture et Biodiversité, qui nous permet de faire des expertises chez les agriculteurs pour mettre en valeur leurs points forts dans leurs exploitations du point de vue de la biodiversité, d'inventorier des espèces pour leur dire oui effectivement dans votre parcelle il y a du courlis qui niche, essayez de faucher le plus tard possible. On va faire des inventaires pour se tenir au courant de la population de courlis, si elle diminue, si elle est stable. On soutient fortement nos partenaires et notamment les politiques du type Natura 2000 qui œuvrent aujourd'hui beaucoup sur le terrain, qui font du porte-à-porte auprès des agriculteurs pour passer avec eux des contrats, on appelle ça des mesures agro-environnementales et climatiques, pour inciter les agriculteurs à retarder leur fauche, avec des contreparties financières bien sûr. Donc ça, la LPO soutient ces politiques et ces personnes qui œuvrent grâce au réseau Natura 2000 à la préservation du courlis cendré. Aujourd'hui, il faut dire que voilà, c'est des établissements comme le PTB Saône-et-Doubs qui pilotent des politiques Natura 2000 sur le Val-de-Saône qui aujourd'hui ont permis de maintenir des belles populations dans le Val-de-Saône. Merci beaucoup Alexis Révillon pour toutes ces précisions. Je rappelle que la Ligue de protection des oiseaux est née en 1912 avec pour objectif de mettre un terme au massacre des macaremoines en Bretagne. Reconnue d'utilité publique en 1986, elle est aujourd'hui l'une des premières associations de protection de la nature en France. Forte de plus de 46 000 adhérents, 5 000 bénévoles actifs, 400 salariés et un réseau d'associations locales dans 79 départements. Protection des espèces, préservation des espaces, éducation et sensibilisation sont ses missions principales. Retrouvez toutes les informations sur le site internet lpo.fr. Merci. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.